Louis Dalmas, bonjour. Bonjour. Alors, pour ce premier numéro de Face à Face, nous avons le plaisir de vous accueillir. Donc, vous êtes journaliste, vous dirigez BI, Balkan International, qui est un mensuel d'analyse, disons, stratégique et géopolitique, spécialisé sur l'Europe centrale orientale, mais avec des articles qui vont sur la Syrie, sur la multipolarité. Nous avons commencé ce journal lors de la guerre dans l'ex-Yougoslavie. Et ce qui m'a alerté dans cette histoire-là, c'est qu'en tant que journaliste, ayant l'habitude d'essayer de rendre compte de manière relativement objective de la réalité, je me suis rendu compte que la totalité des comptes rendus sur les événements qui se passaient dans l'ex-Yougoslavie était orientée d'un seul côté. C'est-à-dire qu'on ne parlait que d'un seul côté, jamais de l'autre. C'est-à-dire du côté qui voulait démembrer la Yougoslavie et la découper en un certain nombre de petits États indépendants. Et donc, à partir de là, quand on a commencé à mettre le nez là-dedans, on s'est aperçu qu'il y avait une telle exploitation de l'information en un sens, c'est que ça devenait une désinformation totale. C'est-à-dire que vraiment, on ne rendait compte des événements que d'une manière totalement partiale. Et nous avons essayé avec ce journal, non pas de prendre le parti des Serbes qui à ce moment-là étaient diabolisés de tous les côtés et considérés comme l'horreur, les barbares, les ivrognes, tout ce qu'on veut. Les écrits d'André C'était pas une question, c'était pas une question de les défendre, c'était une question de dénoncer ceux qui les attaquaient injustement. C'est pas tout à fait la même chose. Bon, il y a une nuance importante. Et ce que nous avons essayé de faire, c'est simplement de rétablir l'équilibre de l'information qui penchait toujours d'un seul côté. Ça, c'était la raison de départ. Bon. Quand l'actualité mondiale s'est un peu déplacée des Balkans sur les problèmes internationaux, on a changé le titre du mensuel qui s'appelait à l'époque Balkan Info, on l'a transformé simplement en BI pour nous permettre de traiter des événements internationaux qui dépassaient un petit peu les Balkans. Voilà. Et il y a tout de même une régularité, parce que la plupart des procédés de désinformation à échelle industrielle moderne ont été qu'on a vu récemment sur la Syrie, qu'on voit aujourd'hui sur l'Ukraine, ont été testés dans les Balkans. Enfin, est-ce que vous avez vu l'évolution de ces techniques ? L'histoire de l'ex-Yougoslavie a été un banc d'essai, en fait. Ça a été l'expérimentation des grandes méthodes modernes de désinformation et de conditionnement de l'opinion publique. Ça a commencé là, et ça s'est développé, ça s'est perfectionné, et ça a joué dans tout ce qui a succédé aux événements de l'ex-Yougoslavie. C'est-à-dire toutes les guerres qui ont été initiées par l'Occident, que ce soit l'Irak, que ce soit l'Afghanistan, que ce soit la Libye, en fait, etc. Toutes ces méthodes de conditionnement de l'opinion publique par la désinformation se sont perfectionnées et ont atteint une importance colossale. Et ont permis en quelque sorte de justifier, entre guillemets, les guerres qui étaient, les agressions qui étaient entreprises par l'OTAN et par l'Occident. Et pouvez-vous nous donner un exemple ou deux sur le cas balkanique de ces méthodes sur les Balkans ? Écoutez, je vais vous donner un exemple très simple. Ça s'est passé il y a quelques années, au moment des guerres en Yougoslavie. Il y a un grand groupe de presse allemand qui éditait l'hebdomadaire, comment il s'appelait, Spiegel, je crois. Bon. C'était un des groupes de presse allemands les plus importants et qui sortait un grand numéro spécial
pour fêter, je ne sais pas, l'anniversaire du groupe, je crois, et ça représentait, je crois, 50 années d'Europe, enfin, ou un truc comme ça. C'était un superbe exemplaire de luxe, de la taille de Paris Match, en couleur, enfin, etc. C'était l'époque de la guerre dans l'ex-Yougoslavie, et la seule photo qui illustrait cette guerre était une photo en couleur sur une double page montrant une femme en pleurs dans un cimetière. La légende c'était, cette femme musulmane pleure son fils égorgé par les Serbes. Or, Ça pose le cadre. attendez, la photo montrait explicitement un cimetière de croix, ce qui est un peu bizarre pour un cimetière musulman. Sur les croix, on distinguait parfaitement les noms des morts en écriture cyrillique. Bon, c'était une femme serbe qui pleurait devant un cimetière serbe, son fils égorgé par les musulmans. Nous avons retrouvé la femme, nous avons retrouvé le village où elle habitait, nous avons retrouvé la date exacte où son fils avait été égorgé dans un combat par les musulmans, et on l'a publié dans le journal BI. Mais quand vous pensez que ce genre de photo avec cette légende totalement mensongère était publiée dans un truc de cette importance, tirant à des centaines de milliers d'exemplaires, c'est vraiment un exemple frappant de la désinformation. Et dans ce journal, nous avons relevé au cours des années toute une série de mensonges flagrants de ce genre qui maquillaient totalement la réalité, soit en falsifiant les photos, soit en falsifiant les comptes rendus, enfin, etc. C'est extraordinaire. Et on retrouve la même chose aujourd'hui sur la Syrie, avec un nombre de photos truquées. Et là, on commence à les voir arriver en Ukraine avec les faux manifestants enlevés, les faux manifestants torturés. Mais le plus affreux, ça a été la Libye. Quand on pense que Kadhafi avait fait de ce pays un des pays les plus prospères de toute l'Afrique, avait initié un certain nombre de réformes intérieures qui étaient extraordinaires, avait gratifié tout le nord de la Libye d'un aqueduc souterrain qui mesurait 4000 kilomètres, de façon à irriguer toutes les terres du nord de la Libye, qui avait initié des réformes sociales extraordinaires, où il y avait la gratuité de toute une série d'avantages sociaux. Bon, les calomnies qui ont été déversées sur lui et sa mort épouvantable, c'est quand même assez tragique. Bon, on recommence tout ça aujourd'hui avec Bachar al-Assad, qui est un type très intelligent, qui a fait des interviews que nous avons publiées d'ailleurs, qui sont vraiment des interviews je ne sais pas, d'un chef d'État compétent et intelligent. Et il fait une analyse de la situation générale qui est une analyse très intéressante, qui n'a naturellement aucun écho dans les grands médias français ou européens, bien entendu, la plupart du temps. Bien évidemment. Parce qu'il y a aussi une méthode, non seulement on peut conditionner l'opinion publique par des mensonges, mais par l'omission. Mais voilà, par l'omission, par le silence, par l'étouffement. Mais il y a une question qu'on se pose, que pour vous, qui avez écrit de mois en mois sur ces conflits de guerre cognitive, c'est-à-dire de guerre faite au cerveau des populations, de marche, je dirais, c'est la marche, le conditionnement à la guerre, c'est vieux comme la guerre, mais aujourd'hui ça prend des proportions absolument hors du commun. Il y a une question qu'on se pose, c'est pourquoi ? Pourquoi pour vous, quels ont été on sait aujourd'hui que les trois principaux pays qui ont voulu la destruction de la Yougoslavie sont les États-Unis, l'Allemagne et le Vatican. Et le Vatican, bien sûr. Mais ça a été le malheur d'ailleurs de la Yougoslavie, c'est que sur la Yougoslavie ont convergé ces trois intérêts. En fait, l'Allemagne voulait supprimer un obstacle sur la route classique entre le nord de l'Europe et la Méditerranée, son allié historique, la Turquie, enfin, etc. C'était un obstacle sur cette grande route
du nord vers le sud. Bon, le Vatican n'aimait pas beaucoup, à côté de la Croatie catholique, une Serbie orthodoxe. Et puis les États-Unis, ça les embêtait d'avoir un pays qui n'avait pas totalement abjuré le socialisme comme les autres pays de l'ancien glacis soviétique. Et ça leur permettait de séparer une fois pour toutes l'Europe de l'Ouest de la Russie. Parce que l'affront fait au peuple orthodoxe. Tout à fait. N'a pas été digéré d'ailleurs. Les Russes n'ont toujours pas digéré. Alors vous posez la question de pourquoi. Moi, j'ai l'impression, pour schématiser un peu, bon, c'est toujours un petit peu une réduction, bien entendu, mais enfin quand même, il faut quelquefois simplifier un petit peu. Il y a deux grandes forces aujourd'hui. Il y a une force matérielle, disons, entre guillemets, qui est la force économique du néolibéralisme et stratégique de l'hégémonie américaine. Bon. Et puis il y a une deuxième force, alors sur le terrain spirituel, qui est quand même le prosélytisme musulman, c'est-à-dire une partie de l'intégrisme musulman qui cherche à conquérir les fidèles. Bon. Ces deux forces sont différentes, mais elles se combinent dans une certaine mesure en s'opposant. Bon, sur le terrain matériel, la force, disons, stratégique ou géopolitique américaine est extrêmement importante. Elle est basée sur le contrôle des sources d'énergie, c'est-à-dire le pétrole, et sur le contrôle militaire de ses adversaires supposés, c'est-à-dire la Russie et la Chine, qui sont entourés de bases militaires américaines que les États-Unis multiplient constamment, tout autour de la Russie, tout autour de la Chine, dans le Pacifique, etc. C'est ça les raisons, en fait. Alors, ce qui se passe, c'est que tout État qui manifeste un minimum d'indépendance, et, il faut le détruire, d'une manière ou d'une autre, ou il faut le remplacer. Et on organise à ce moment-là ce qu'on a appelé les révolutions de couleur, qui consistent à foutre en l'air les régimes qui sont des régimes, disons, un peu désobéissants. Oui, tout à fait. Et ça, il faut les supprimer. Alors, on les supprime soit par toute une infiltration subversive qui fait qu'on organise. D'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'on est encore en train. Il y a un nouvel exemple qui est tout récent. L'Ukraine. Hein? L'Ukraine. Non, mais encore plus récent, c'est la Bosnie. Oui, la Bosnie. On est en train d'organiser aussi un certain nombre de manifestations populaires de manière à supprimer les gouvernements partiels actuels de l'entente croato-musulmane et de la Republika Srpska, de manière à les foutre en l'air et avoir un gouvernement unifié qui soit totalement dépendant. Bon, évidemment, c'est un exemple beaucoup moins important que celui de l'Ukraine, mais celui de l'Ukraine est flagrant. Enfin, là, on a organisé déjà une révolution de couleur déjà qui a été un échec. Bon, maintenant, c'est la pression par tous les moyens. Évidemment, tout à fait. De foutre en l'air le gouvernement qui s'est rapproché de la Russie, qui s'est rapproché de Moscou. D'ailleurs, il y a en ce moment quelque chose auquel participe d'ailleurs notre brave gouvernement. Il y a une espèce de russophobie qui s'est développée d'une manière... Qui, autant dans la population a très peu d'écho, autant dans les médias, elle est endémique. Oui, mais c'est effarant. Enfin, quand on pense que Hollande ne va même pas à cette inauguration des Jeux Olympiques, de la même façon que l'Américain et l'Allemand, je sais pas, moi, je trouve ça... C'est aujourd'hui, pour preuve que ça ne passe pas dans l'opinion, il y a eu, là nous sommes le 8 février, il y a eu une radio qui a eu la mauvaise idée de faire des débats avec les auditeurs sur la Russie, qui est quand même l'une des plus grosses radios de France, qui est l'ancien Radio Monte Carlo, RMC. Et il suffit de revoir les émissions pour voir que les gens, il y a des gens totalement normaux qui ne sont pas formés à la politique étrangère, trouvent totalement déplacée la manière dont on traite de la Russie,
À titre personnel, nous on écrit beaucoup avec des intellectuels russes, on fait beaucoup de manifestations avec des intellectuels russes qui intéressent énormément de monde. Oui, c'est très intéressant ça, parce que ça prouve que les gens sont conscients que Poutine est un homme quand même remarquable, qui a redressé ce pays, qui l'a remis à sa place importante dans le monde. Et la seule chose, c'est pourquoi, alors que même Obama, après l'échec retentissant de la Syrie, le même Obama tend à essayer d'éviter de se mettre trop sur la route de Poutine. Pourquoi les Européens aujourd'hui, ce qui a lieu en Ukraine n'aurait pas lieu sans le soutien de l'Allemagne, pourquoi les Européens se mettent à la place des Américains pendant la promotion des révolutions colorées? Pourquoi acceptent-ils de sous-traiter ces révolutions-là alors que les Américains sont tombés sur un os en Syrie et n'entendent plus, en tout cas si ce que nous savons de la diplomatie américaine est vrai, n'entendent plus faire d'affrontement direct avec Poutine, ce en quoi ils ont raison, vu que Poutine est à peu près à 68 à 70% d'opinion favorable dans son pays, après près de 20 ans de pouvoir. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je pense, tout en étant évidemment fondamentalement hostile à la politique internationale américaine, je pense que Obama, c'est pas un con, Obama. C'est un... Et en tout cas, il n'est pas entouré d'imbéciles. Hein? Et il n'est pas entouré d'imbéciles. Oui, mais je pense que il a, je dirais pas une... C'est difficile à dire. J'ai l'impression que c'est un mélange qu'il a un certain nombre d'intentions qui ne sont pas mauvaises et qu'il est quand même contré dans une certaine mesure par un establishment qui est extrêmement puissant. Et qui, profond américain. Et qui, lui, veut continuer la politique de Brzezinski, c'est-à-dire l'hégémonie américaine, le nouvel ordre mondial, enfin, etc. Et c'est pas... Je pense pas que Obama soit à 100% d'accord avec ça. Il est obligé de faire quand même une politique qui était une politique devenue traditionnelle par les gouvernements américains, mais il manifeste de temps en temps une petite réticence qui prouve qu'il n'est pas totalement d'accord. J'ai l'impression. Moi, si vous voulez, je l'interpréterai différemment, mais les conclusions se valent. Moi, j'ai toujours pensé la diplomatie américaine, enfin les diplomaties américaines, comme l'affrontement de 4 groupes de pression majoritaires, qui sont la diplomatie de la présidence, celle du Congrès, qui est la plus faible, mais derrière les révolutions colorées, et il y a beaucoup la diplomatie du Congrès, parce que c'est l'un des canaux de Soros. Mais je l'ai dit, il y a la diplomatie de Soros. qui souvent utilise celle du Congrès, alors que les grands groupes militaires utilisent plutôt la diplomatie du Patagone, et les grands groupes financiers utilisent plutôt la diplomatie du département d'État. Et fondamentalement, c'est un équilibre complexe entre ces groupes de pression représentés et par les États. Et je pense qu'une partie de l'establishment américain, c'est que les projets de Brzezinski lui-même, dans sa conférence de Varsovie il y a 2 ans, dit des choses très particulières. Il dit « nous avons échoué, c'est terminé ». Je pense qu'ils savent que l'imperium mundi est fini pour des causes strictement de perte de puissance relative. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, contraindre la Russie d'Helsinki, c'était possible. Contraindre Poutine aujourd'hui, non. Ouais. Et contraindre la Chine, c'est en dehors de leur pouvoir. Oui, et je pense que ça, ils ont compris que certains projets de déstabilisation, même s'ils sont intellectuellement pensables, ne sont pas réalisables. Je vais vous donner un exemple. Je me rappelle d'une revue américaine qui a fait d'ailleurs une grosse bêtise il y a 2 ans, qui a publié des cartes de la Chine avec toutes les zones de minorité, et particulièrement les Ouïghours du Xinjiang chinois. Or, il faut savoir que pour un Chinois, pour la pensée chinoise, l'unification territoriale, c'est la naissance du pays, c'est la guerre des 3 royaumes. Et l'unité territoriale est un fil rouge à ne jamais toucher. Les Chinois ont dû très mal le prendre, surtout que la carte
était, entre guillemets, parallèle à la carte de la Chine des Trois Royaumes, c'est-à-dire, grosso modo, pour nous, contemporain, pour les chrétiens, de la naissance du Christ. Ça, c'est des grosses erreurs, ça. Parce que c'est infaisable, les Ouïghours ne sont pas suffisants pour faire pour prendre une province. Deuxièmement, le PC central réglera par la sinisation, voire pire, comme elle a traité le problème tibétain, ce problème-là, de là à utiliser la contrainte physique dans ces régions, le PC central l'a déjà fait. Et je pense que là, les Américains se perdent en conjecture. Ils arrivent à penser des choses, ils ne peuvent pas les faire. Ce qui ne les empêche pas de continuer à prendre leurs précautions, quand même, sur le plan des bases militaires, sur le plan du soutien de la Corée du Sud, bien du sûr, Japon, tout à fait. etc. Mais là, on est dans la pensée de la guerre froide, on est dans la pensée de containment. Tout à fait. C'est-à-dire que les Américains n'ont rien inventé depuis les Frères de l'Oeuf. C'est triste. Elles n'ont rien inventé depuis les années 60. Non. Voilà, c'est toujours la même politique. C'est toujours la même politique. Alors, elle réussit plus ou moins, plutôt moins que plus. En ce moment, oui. Ce qui est une bonne chose. Mais enfin, elle continue. Oui, elle continue. Elle continue. Et là, elle a un seul pion avancé, vu que l'Amérique latine ne l'est plus à 2 ou 3 pays près, comme la Colombie ou le Mexique. Elle a un pion avancé sur les terres eurasiatiques, qu'est l'Union européenne. Là, aujourd'hui, ça se voit. Les Américains nous ont sous-traité la guerre de Libye. Ils sous-traitent à l'Allemagne l'Ukraine, pour ne pas être en première ligne. Oui, tout à fait. Ce sont des guerres par procuration. Oui, tout à fait. Et la question, c'est pourquoi, dans un empire déclinant, pourquoi les Européens acceptent d'être les laquais à ce point-là? C'est ça le... Vous avez raison de poser la question, parce que la réponse est difficile. Moi, il y a, chez les politiciens européens, il faut le dire, il y a un mélange de cynisme et de conneries. Et de lâcheté. Et de lâcheté. Et de lâcheté, oui, bien sûr, absolument. Alors, on se demande qu'est-ce qui prévaut dans cette histoire. Est-ce que c'est vraiment le cynisme, c'est-à-dire, je ne sais pas, l'arrivisme personnel, je ne sais pas, ou est-ce que c'est simplement la stupidité? Parce qu'on a l'impression, sur un certain nombre de prises de position des gouvernements européens, en particulier le gouvernement français actuel, on a l'impression que c'est d'une stupidité majuscule. La politique étrangère de Fabius a contribué, après d'ailleurs celle de Juppé, de Sarkozy, enfin, etc., à dégrader totalement l'image de la France à l'étranger. Cette image, qui était une image qui avait rebondi de manière spectaculaire avec De Gaulle, s'est détériorée depuis d'une manière épouvantable, à tous les points de vue. Toutes les interventions de la France à l'étranger, toutes les décisions qui étaient prises ont toujours été du mauvais côté, ont été des mauvaises décisions, ont pris des choix qui sont les choix les plus insoutenables et les plus indéfendables. Et aujourd'hui, l'image de la France, c'est vraiment une image de merde complète. Moi, je me souviens, dans ma jeunesse, j'ai fait l'équivalent en tant que journaliste, j'ai fait l'équivalent de 2 ou 3 fois le tour du monde, enfin dans les différents pays. Quand je disais que j'étais français, j'étais reçu à bras ouverts, mais dans tous les pays du monde, avec respect, avec admiration. La France avait une réputation à cause de la révolution de 89, enfin, etc. Tous les épisodes de l'histoire de France. Moi, je me souviens avoir fait l'interview de Nasser en Égypte, qui m'a parlé pendant une demi-heure de la Révolution française. C'était quelque chose qui était un exemple, un modèle pour lui, quelque chose qui était formidable. Et dans les interviews de chefs d'État que j'ai faites, la France était toujours, à l'époque, réputée comme un exemple et comme un modèle. Aujourd'hui, c'est la catastrophe. Ça, et c'est drôle, un de mes amis qui était parlementaire européen m'a dit, moi j'ai été l'un des derniers à aller voir Saddam Hussein
avant 2003, avant l'attaque. Et Saddam Hussein m'avait dit, moi qui ai lu Michelet, moi qui ai lu Victor Hugo, vous me préférez un bédouin inculte, il parlait du roi d'Arabie Saoudite, ou de l'émir du Qatar, là il n'a pas précisé, mais à ce moment-là c'est le roi d'Arabie Saoudite, je pense, qui était visé. Comment vous pouvez me faire ça? Oui. Et on peut critiquer bien évidemment la politique de Saddam Hussein. Le problème, c'est que c'est les Irakiens qui étaient les mieux placés pour critiquer sa politique et pour le destituer le cas échéant. Or, ce n'est pas ça qui a eu lieu. Et aujourd'hui, l'Irak est un pays qui était le pays le plus moderne de toute la zone dans les années 80 et qui aujourd'hui a été renvoyé, comme la Libye d'ailleurs, à l'âge de pierre. À l'âge de pierre. La Libye a été renvoyée aux guerres de la Cyrénaïque et de la Tripolitaine, c'est-à-dire grosso modo la situation qui prévalait avant la conquête romaine. Bien sûr. Nous avons. Est-ce que vous avez vu dans le dernier numéro de BI, nous avons publié l'histoire d'une femme américaine extraordinaire qui s'appelle Suzanne Lindauer, je crois, qui a sorti un livre aux États-Unis qui vient d'être traduit en français, où elle raconte son histoire. Cette femme était une agente de liaison, qui est une variété des services de renseignement, un peu ambiguë et un peu spéciale, qui consiste à établir de bonnes relations avec l'adversaire de manière à en avoir des informations. Bon, c'est un rôle un peu d'agent double, en quelque sorte, mais qui respecte toujours la hiérarchie, qui l'emploie, bien entendu, sans la trahir. Elle avait établi des relations presque amicales avec les Libyens et les Irakiens. Les services de renseignement irakiens et libyens lui avaient prouvé, document à l'appui, non seulement que du côté irakien, Saddam Hussein acceptait toutes les conditions imposées par les Américains, ce qui aurait supprimé toute espèce de justification à l'agression de l'Irak, mais d'autre part que les services de renseignement de la Libye et de l'Irak lui avaient donné la date, l'endroit et l'accomplissement des attentats du 11 septembre à l'avance. Or, en tant qu'agente de renseignement, elle était habituée à faire enregistrer le moindre de ses gestes et le moindre de ses mouvements qu'elle était obligée de faire à cause du rôle ambigu qu'elle jouait. Bien sûr. Tout a été enregistré, comme quoi elle a averti, avant le 11 septembre, le cabinet de Bush, qui était dirigé par un cousin à elle, qu'elle a averti en allant personnellement chez Colin Powell, qui était à l'époque secrétaire d'État, pour les avertir. Équivalent de ministre de la Défense, pour ceux qui... Voilà. Non, le ministre des Affaires étrangères. Oui, il était secrétaire d'État, oui. Voilà. Et les Affaires étrangères. Elle a enregistré tout ça, et la preuve que le gouvernement de Bush était averti à l'avance de ces attentats, du moment où ils allaient se produire et de la cible qui était précisée. Tout ça est prouvé avec des documents qui ont été enregistrés. Bon, ils ont essayé de la faire taire, ça a duré pendant 5 ans. Une persécution extraordinaire dont elle a réussi à se dégager après avoir fait 1 an de prison dans une base militaire, après avoir été soumise à un essai d'étouffement comparable exactement aux méthodes staliniennes, c'est-à-dire que les opposants étaient considérés comme des démons, comme des aliénés, et qu'il fallait traiter psychologiquement. Tout à fait. Elle était menacée d'être traitée par un certain nombre de drogues toxiques qui l'auraient réduite à l'état de végétal. Bon, elle a réussi à sortir de tout ça au bout de 5 ans, parce qu'elle avait heureusement pour elle un oncle qui était très calé du point de vue juridique et qui avait la possibilité d'utiliser un peu son influence, et qu'en cours de route, on lui a désigné, d'ailleurs toujours selon les méthodes staliniennes, un avocat d'office qui était un crétin qui l'avait écrasé. On a désigné des experts qui ont certifié qu'elle était mentalement incapable d'assurer sa défense. Bon. Et heureusement, en cours de route, elle a trouvé un avocat
célèbre et compétent qui a réussi à la tirer d'affaire après, comme je disais, un an de tôle et une persécution qui a duré 5 ans. Mais c'est une histoire extraordinaire, vraiment, vraiment extraordinaire, qui prouve que le gouvernement américain était averti à l'avance de ces attentats, et je ne pense pas, comme dit Thierry Messon, qu'il les ait organisés, mais je pense qu'ils les ont laissés passer comme Roosevelt a laissé passer Pearl Harbor, pour avoir le prétexte de pouvoir intervenir et de justifier la guerre à l'Irak, qui était, d'après les renseignements qu'elle a donnés, totalement injustifié, parce que Saddam Hussein et Kadhafi avaient accepté toutes les conditions qui étaient imposées pour leur entrée dans le plateau international. Sans nécessairement prendre position dans l'affaire du 11 septembre, il faut se rappeler qu'en 2003, un sondage CNN avait donné que 60% des Américains pensaient, parce qu'on leur a dit, qu'il y avait une majorité d'Irakiens dans les 19 pirates du 11 septembre. Il n'y a pas un Irakien dedans. Ben oui. Les 2 tiers sont saoudiens. Il doit y avoir un Yéménite dans le lot. De même que ce n'était pas les Libyens qui avaient fait l'histoire de Lockerbie. Ce n'était pas les Libyens qui avaient fait l'histoire de Lockerbie non plus. Mais si vous voulez, il y a eu des bouquins là-dessus. Je pense à La Citadelle endormie ou la double défaite du renseignement américain, qui est fondamentalement, qu'on le veuille ou non, sans acter sur qui a fait quoi dans les attentats, moi je serais beaucoup plus proche, disons, de cette vision-là, que comme ils l'ont fait, mais même pas Pearl Harbor, ils l'ont fait dans l'affaire du Maine un siècle plus tôt pour la guerre avec le Mexique. Ils l'ont fait au Lusitania. Et puis l'histoire de la baie du Tonkin. Alors la baie du Tonkin, qui est l'exemple le plus caricatural. Ça, c'était vraiment inventé de toutes pièces. Inventé de toutes pièces. Et aujourd'hui, l'historiographie militaire ayant travaillé, on peut aujourd'hui au moins se dire que toutes les pistes doivent être regardées froidement. Or, aujourd'hui, on a beaucoup moins le droit de parler, par exemple, d'un livre comme celui-là en France, qu'aux États-Unis. Il y a quelque chose quand même qui pose question. Or, fondamentalement, l'Amérique, enfin, une diplomatie américaine, qui a été la diplomatie dite néoconservatrice, parce qu'elle a été inspirée, c'est vrai, par des hommes comme Wolfowitz, comme Pearl, ont pu, d'ailleurs c'était le plan, je crois, d'un think tank qui s'appelait le Nouveau Siècle Américain, New American Century, ils ont pu lancer l'attaque sur l'interland eurasien, c'est-à-dire l'Afghanistan, les ressources avec l'Irak. Cette diplomatie-là aujourd'hui est un échec. L'Irak n'est pas sous contrôle. Enfin, les réserves irakiennes ne sont pas sous contrôle. C'est un chaos partout. Voilà. Or, toutes les interventions se sont soldées par une dévastation totale et par l'installation d'un véritable chaos. La Libye, c'est le bordel total. L'Irak, c'est la même chose. Bon, l'Afghanistan, ça devient comique, parce que maintenant, ils essayent de s'en tirer en laissant derrière eux un Karzai qui joue un double jeu entre eux et les talibans, etc. Il n'a pas envie de terminer comme Najiboullah, pendu à un réverbère, les parties génitales dans la bouche et des cigarettes écrasées au milieu. C'est une esthétique. Il essaye de sauver sa peau, bien entendu. Bon, bien sûr. Et alors, ils essayent de faire la même chose avec la Syrie, sans y arriver, parce que heureusement, la Syrie a quand même des appuis un peu sérieux, surtout avec la Russie. Tout à fait. Et bon. Mais fondamentalement, c'est à partir de toute cette expérience, disons, journalistique, parce que vous l'avez dit, vous avez interviewé Nasser, vous aviez interviewé, je crois, et Tito également, énormément de dirigeants de l'ancien, ce qu'on appelait à l'époque les non-alignés, puis le tiers-monde.
Ça vous a poussé à côté de Balkan National, publier un certain nombre d'ouvrages, dont le dernier, Les Fossoyeurs de l'Occident. Pardon ? Ça vous a amené à publier un certain nombre d'ouvrages, dont les Fossoyeurs de l'Occident, qui est votre dernier. Et fondamentalement, comment vous avez vu évoluer en plus de 35 ans de journalisme, comment vous avez vu évoluer les classes politiques que vous avez côtoyées, du point de vue de la politique étrangère? Je rappelle par exemple qu'un de vos ouvrages était préfacé par Roland Dumas, par exemple. Bon. Mon dernier bouquin, là, Les Fossoyeurs de l'Occident, en fait, est une suite et un complément de 2 livres que j'avais écrits avant, qui s'appelaient Le Crépuscule des élites et Le bal des aveugles. Bon. C'est un petit peu des considérations sur un même thème central qui me paraît fondamental aujourd'hui, c'est qu'un gouffre s'est creusé entre les peuples et leurs dirigeants. Mais vraiment un abîme énorme, et les dirigeants, enfin je parle de l'Occident bien entendu, l'Occident c'est une espèce de conception un peu vague qui comprend des pays avancés, industrialisés, et surtout les pays qui se situent dans le cadre du néolibéralisme américain en fait. C'est-à-dire les États-Unis, l'Europe, éventuellement on peut y inclure le Japon qui en fait un peu partie d'une manière bizarre, mais enfin c'est un petit peu ça. Bon, c'est une conception un peu vague, l'Occident, mais ça représente quand même une entité agressive aujourd'hui. Et à l'intérieur de cette entité, il y a un abîme qui s'est creusé entre les peuples et leur gouvernement. C'est un phénomène qui est extrêmement important, parce que les peuples ne se reconnaissent pas dans les gens qui sont censés les représenter, d'un côté, et de l'autre côté, il se manifeste à l'intérieur de ces peuples un certain nombre d'initiatives ou de réactions qui peuvent être extrêmement intéressantes, ce sont soit des initiatives de différents groupes, de différentes associations, enfin qui entreprennent tout un travail qui est totalement ignoré par le pouvoir en fait, ou peu aidé par le pouvoir, et puis d'un autre côté, par des réactions qui sont des réactions de colère, d'indignation, et qui se manifestent de manière complètement désordonnée et avec peu de direction, mais qui peuvent aller dans plusieurs directions, qui ne sont pas toutes des directions intéressantes. Ça peut aller vers le renforcement d'un certain nombre de partis d'extrême droite, qui sont des partis qui peuvent devenir assez dangereux dans différents pays d'Europe, ou alors ça peut aller vers une sorte de soulèvement populaire qui amène à un bouleversement qui changera peut-être beaucoup de choses. Moi, à mon avis, c'est un petit peu ça le dessin de ce qui se passe actuellement. C'est un petit peu, ces manifestations assez spontanées d'une différence qui existe, d'un décalage qui existe entre les peuples et les gens qui sont censés les représenter. Ça me paraît un phénomène très... Aujourd'hui, en tout cas dans la sphère occidentale, c'est très net. C'est très net. En psychologie politique, si on voit l'œuvre, entre autres, de mon ami Alexandre Dorna, qui a fait toute son œuvre là-dessus, sur le populisme, c'est comme ça que le populisme commence. Quand il n'y a plus d'identification, parce que un peuple a besoin de se reconnaître dans ses dirigeants, se sentir incarné par. Et là, c'est coupé. Le pouvoir, c'est fabriquer 2 espèces de fantômes qui sont pour lui l'horreur absolue, c'est le nationalisme et le populisme. Tout à fait. Ce sont les 2 fantômes. Bon, mais quand on les creuse,
c'est pas des fantômes du tout, c'est quelque chose qui existe, qui est positif. Enfin, il n'y a qu'à regarder les réunions sportives pour voir que le nationalisme existe. Et même le patriotisme existe. Bon, moi, j'ai une vieille formation marxiste, de gauche, enfin, etc., que j'essaye d'assouplir pour prendre les bonnes choses partout où ils existent, indépendamment des étiquettes et des préjugés. Bon. Mais, donc, ça veut dire que, idéalement, je suis internationaliste, mais il faut constater aujourd'hui que les grandes nations continuent à exister et secrètent un sentiment qui n'a absolument pas disparu, qui est un sentiment de défense de la souveraineté et de l'indépendance nationale contre le nouvel ordre mondial et contre les fabrications fantaisistes de l'Europe. Bon, il faut le constater. Bon, d'un autre côté, le populisme, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est écouter un petit peu un certain nombre de revendications populaires, c'est tout. Bon, au départ, c'est quelque chose qui est tout à fait positif et que les politiciens devraient appliquer. Bon, mais ils ne le font plus. Non, parce qu'ils ont... Et c'est ça, ce sont ces choses-là que j'ai essayé de développer dans mes bouquins, et que le journal suit un peu au jour le jour à l'échelle internationale. Oui, avec en plus énormément d'exclusivité, parce que là, les internautes le savent, disons que je suis quelqu'un qui lit beaucoup, mon équipe lit beaucoup pour nos travaux, et il y a énormément d'exclusivité dans BI. Ça, et voir des analyses qu'on ne voit pas ailleurs, y compris dans la presse, disons, dissidente, même si j'aime pas le terme, mais disons marginale par rapport à son volume, par rapport à la presse de gros tirage qui, elle, de toute façon, ne fait plus rien. J'essaye de mettre dans ce journal ce qu'on ne trouve pas ailleurs. Et vous y réussissez, je vous le dis franchement. Mais et là, ça m'amène un peu à notre dernière question. Parce que vous avez une grande carrière de journaliste. Vous avez une grande carrière de journaliste, vous avez interviewé des chefs d'État, etc. De temps en temps, je travaille de loin en loin avec des journalistes américains ou avec des journalistes des pays de la multipolarité, russes, etc. Beaucoup nous disent, et particulièrement les journalistes anglo-saxons, c'est généralement des gens de 40, 50, 60 ans. Et quand j'ai débuté, le journalisme français était un modèle. Aujourd'hui, même sur les données concernant la France, nous ne faisons plus confiance à vos organes de presse. Moi, j'ai eu des journalistes étrangers qui me l'ont dit. Et des journalistes même américains qui me l'ont dit. Ça pose question. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une différence qui est devenue une différence énorme entre les médias anglo-saxons, par exemple, et les médias français. Bon, il y a une vieille différence professionnelle entre ce qu'on appelle les news et les views, c'est-à-dire en anglais les nouvelles et les opinions. Bon. Le journalisme anglo-saxon, par tradition, fait une différence entre les news et les views, et une différence qui est marquée dans les différentes publications. C'est-à-dire qu'on essaye d'un côté de rendre compte des faits, et de l'autre côté, on donne la parole à des gens qui les commentent. Mais les médias français mélangent les deux. C'est ça qui fait la différence profonde dans cette histoire. C'est que les informations sont politisées. Ne sont pas des informations, on ne peut pas dire totalement objectives, parce que rien n'est totalement objectif, mais quand même qui sont un compte-rendu un peu honnête, simplement des faits. Et il y a un mélange, parce que tout est dans une certaine mesure politisé. Et le malheur, c'est qu'aujourd'hui, tout est politisé dans le même sens. C'est ça qui est grave, c'est qu'il y a un mimétisme dans les grands médias qui fait qu'à partir du moment où un sujet est traité d'une certaine façon dans l'actualité mondiale,
tous les grands médias emboîtent le pas et le traitent de la même façon. Moi, je me souviens, dans ma jeunesse, il y avait des différences considérables avant la Seconde Guerre mondiale entre des journaux qui avaient des origines et des positions politiques différentes et qui s'attaquaient de manière assez violente dans les médias. Ça n'existe plus. Aujourd'hui, tout le monde dit la même chose, de la même façon et à peu près au même moment. Bon, moi, dans mes bouquins, j'ai appelé cette espèce de combinaison la droche. C'est-à-dire la combinaison entre la droite et la gauche. Bon, c'est devenu un espèce de magma. C'est un marécage dans lequel il y a une rive gauche et une rive droite, mais c'est le même marécage. Ils disent tous à peu près la même chose. Et c'est ça qui fait que fondamentalement, la communication française est une communication boiteuse et qui ne correspond pas aux normes de la communication anglo-saxonne, entre autres. Bon. Et ça, c'est vrai. Ce sera notre dernier point, mais aujourd'hui, fondamentalement, pour compenser à la fois la médiocrité, mais également l'orientation des médias mainstream, il y a énormément de gens qui, par Internet entre autres, se lancent dans le commentaire international. Là, on y trouve le pire et le meilleur, certainement. Dans ce qui se fait de meilleur, je tiens à le dire, il y a BI. Dans ce qui se fait de meilleur, de sourcer, de travailler. Mais fondamentalement, aujourd'hui, comment redonner une vraie culture de politique internationale, particulièrement aux jeunes générations, qui vont être pris en tenaille entre des médias mainstream plus nuls les uns que les autres, plus orientés les uns que les autres, plus corrompus au sens de la corruption même aristotélicienne, c'est-à-dire plus dégradés les uns que les autres, et un web qui est une floraison, au sens presque maoïste du terme, que sans fleurs s'épanouissent, qui est une floraison d'analyse, où certaines sont très sérieuses, certaines sont très boiteuses. Mais on trouve de tout. Mais on trouve de tout. Donc la question, c'est comment, pour la jeune génération, leur redonner une culture des relations internationales qui leur permette de se retrouver entre le marécage dont vous parliez et la floraison qui est positive, mais qui est peut-être trop dense aujourd'hui. Le problème, c'est que c'est une question de moyens matériels. Il faut... vous faites un travail formidable avec... Merci, mais... Non, mais avec les conférences, avec les contacts, avec les jeunes que vous touchez, avec le cercle Aristote, enfin, etc. Tout ça, c'est extrêmement important. Nous, on essaye en petit de faire de notre côté, mais on n'a pas les moyens. Ce sont des moyens matériels. C'est ça le problème. Il faut comment trouver un journal comme BI devrait pouvoir être dans les kiosques. Oui, évidemment. Bon. Or, on ne peut pas. Oui, parce que pour être distribué par les messageries de presse, il faut tirer au moins 20 000 exemplaires, 20 ou 25 000 exemplaires, sinon on n'est pas distribué. Ou mal. Oui. Bon. Or, nous ne sommes diffusés que sur abonnement. Or, les abonnements, on n'a même pas les moyens de faire la promotion. Il faut que les abonnements se fassent par du bouche à oreille, qui est constamment limité à très peu de choses. Alors, c'est les moyens matériels qu'il faudrait avoir. Justement, est-ce que vous pourriez préciser pour nos internautes comment ils peuvent s'abonner à BI? Ah ben ça, c'est pas difficile. Ils ont qu'à aller sur notre site, c'est www.b-i-info au pluriel.com.
Voilà. Ça, c'est notre site internet. Et sinon, ils peuvent nous envoyer simplement une demande de numéro gratuit qu'on leur enverra pour qu'ils en fassent connaissance. Et ça, ils peuvent vous adresser ça à CAP8, CAP et le chiffre 8. C'est la boîte postale 391 75 869 Paris CEDEX 18. Très bien. Et, bon, et ils peuvent écrire là et nous demander un numéro gratuit qu'on leur enverra tout de suite. Et là, ils trouveront le bulletin d'abonnement, enfin, etc. Et la possibilité éventuellement de nous aider. Merci beaucoup, Louis Delmas. Ben écoutez, moi je vous remercie beaucoup de m'avoir invité parce que ça nous a permis d'avoir une discussion intéressante quand même, je crois. J'espère, et j'espère que nos internautes le penseront aussi. C'est pas souvent, malheureusement, qu'on entend ce genre de choses sur les grands médias, particulièrement dans les débats à la télévision. Ça, c'est sûr, et peut-être que c'est un petit peu fait exprès. Ben oui. Merci beaucoup.